Bonjour à tous, bon bah comme vous le savez, la précédente version de cette vidéo a été supprimée pour... Alors personnellement, moi je pense que c'est juste une erreur de l'algorithme de YouTube, mais bon, pour éviter de me faire striker de nouveau, j'ai supprimé certains passages et j'ai mis des bips un peu partout. Je suis désolé pour le désagrément, mais je pense que ça n'empêchera pas la compréhension de la vidéo. Oh, oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun! Sing boom tarara! We've got the blues on the run! Oh yeah! Oh yeah! C'est l'enfourelle, c'est probablement respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation. Ah ouais? Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Exactement. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé. C'est ce qu'on appelle une sorte de scandale. On a retiré un article, mais Nature aussi a retiré des articles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Est-il licite de donner une combinaison de médicaments connus pour provoquer qui sont utilisés ensemble pour traiter une maladie bénigne? Qui veut courir le risque de perdre plus de vies qu'il n'en sauve? What the fuck? Ah là 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 là, on en a tous dit des conneries cette année. Et encore, j'ai pas mis les extraits de Agnès Buzyn, de Martin Blachier, de Karine Lacombe, d'Idrissa Berkane, de Sylvano Trotta, de Primum, etc. Sinon l'intro durerait 15 minutes. Bref, que ce soit dans la team Raoult ou dans la team Klein, tout le monde en a dit des conneries et tous se réfugient derrière la science. Piratoire la plus facile à soigner, le masque ça ne sert à rien, c'est le confinement qui provoque la circulation du... Le Lancet Gate, c'est la preuve que la science se corrige. Et ma préférée est un poison mortel pour soigner une maladie bénigne. Un an plus tard, on se rend bien compte que certains devraient se remettre à l'emploi du conditionnel dans leurs propos. C'est d'ailleurs assez drôle de voir comment s'organisent les deux équipes. Organisation qui ressemble à s'y méprendre à celle du clergé, avec un gourou, des cardinaux, qui relayent des propos du maître, et enfin les fidèles qui obéissent et sont prêts à aller se battre sur les réseaux sociaux contre le camp d'en face. Et où il est interdit de critiquer les conneries dites par le gourou de son propre camp. Je me suis beaucoup demandé pourquoi, d'ailleurs, et c'est Jean Hiriel, un tweetos qui a fait un thread sur la première de mes vidéos sur la diaspora Étienne Klein, et avec qui j'ai discuté, qui m'a fourni un début de réponse. D'ailleurs, à ce sujet, je le remercie pour le temps qu'il a consacré à démonter ma vidéo. La discussion qui a suivi derrière a été très enrichissante. Parce que, malgré ce que dit la Tronchambier dans sa dernière vidéo, il n'existe pas de discussion stérile. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Bref, quand j'ai demandé à Jean Hiriel quelle était sa motivation, il a fini par me dire... Voilà, sa motivation, c'est de ne pas pervertir l'esprit du random Z. Random Z, le zététicien random, que l'on pourrait assimiler à un fidèle lambda d'une religion. Bref, le schéma de servitude est exactement le même. Une voix, des inquisiteurs et des fidèles obéissants, chacun présentant l'autre comme idiot ou dangereux. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la dernière série de vidéos là, de la Tronchambier. Alors déjà, je tiens à signaler que je suis très content qu'il n'emploie plus le mot sophisme. Ça, j'en ai déjà parlé avec ceux qui me suivent dans les commentaires, ça, j'en avais ras-le-bol d'entendre sophisme tout le temps, alors qu'il est impossible de démontrer
la malhonnêteté de l'interlocuteur. Je suis content qu'ils emploient le mot erreur. Alors ces vidéos, je les trouve vraiment très très bien faites, hein, sincèrement, au niveau pédagogie, c'est très bien construit. On voit aussi, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail, et qu'ils ont aussi des moyens, parce que je peux vous assurer que pour faire des vidéos comme ça, il y a du monde qui bosse derrière. Mais cependant, la conclusion de chaque vidéo est à mes yeux catastrophique. L'homme de paille n'est pas votre ami. Laissez-le dans son milieu naturel. Les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter. Le procès d'intention n'est pas votre ami. Laissez-le dans son milieu naturel. Les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter. Eh bien, voilà un point où je suis en profond désaccord avec la Tronchambier, encore une fois. Déjà, premier point, qui détermine ce qu'est une conversation stérile? Il n'existe pas de conversation stérile. Tout dépend ce que vous attendez d'une conversation. Si votre objectif, c'est de convaincre l'autre, alors oui, il y a des personnes avec qui ça ne sert à rien de discuter puisque vous n'arriverez jamais à les convaincre. Mais à l'inverse, si votre objectif dans une conversation, c'est d'arriver à comprendre pourquoi est-ce que l'autre ne pense pas comme vous, eh bien là, aucune conversation est stérile. Et c'est justement en essayant de comprendre pourquoi l'autre ne pense pas comme vous qu'on arrive à comprendre ses propres biais de raisonnement, ses propres erreurs de raisonnement. Si c'est développer votre esprit critique qui vous intéresse, alors discutez, conversez avec tout le monde. Même les gens les plus agressifs, même les gens qui sont bornés, vous aurez toujours quelque chose à retirer. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre. Ça, c'est un phénomène qui m'inquiète vraiment d'ailleurs. Je trouve personnellement que l'on n'arrive plus à discuter avec des gens qui ont une opinion différente, voire même pas différente, juste plus nuancée que la sienne. Et là-dessus, moi je vais accuser personne, mais je pense plutôt que c'est le système qui récompense la polarisation des opinions qui nous y oblige, et nous incite à adopter des comportements violents. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller voir cette conférence-là de René Girard sur la violence, une conférence qu'il avait donnée à l'école normale sup Paris, qui est vraiment très très intéressante. Je vous mets un petit extrait. Nous avons de bonnes raisons de nous interroger sur la violence, parce que nous savons qu'elle grandit dans notre univers, n'est-ce pas? Mais les scientifiques ne remettent jamais en cause leur définition de la violence, qui est généralement en termes d'agression. Et si on dit agression, eh bien c'est un mot qui est un peu démagogique, je pense, parce que quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur. Il est bien évident que nous ne sommes pas des agresseurs dont les comportements conduisent à des phénomènes violents, n'est-ce pas? Donc, si on prend l'agression comme définition de la violence, personne n'est jamais responsable de la violence. Ce sont toujours les autres, des inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent. Alors voilà un point vraiment super intéressant. Je vous invite à aller voir toute cette conférence d'ailleurs. Bon, elle est un peu longue, hein, c'est pas toujours facile à suivre, mais quand on se balade un peu sur les réseaux sociaux, on se rend bien compte que tout le monde se plaint d'être agressé, sans forcément se rendre compte que de par nos actions, on fait tout pour maintenir ce climat agressif. D'ailleurs, pour illustrer cela, je vais prendre un petit exemple qui me concerne directement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo que j'avais faite sur AstronoGeek, au sujet du trade là qu'il avait publié, qui avait provoqué un gros scandale, patati patata, à un moment dans cette vidéo, dans un échange que j'avais eu avec Christophe Michel, je dis, bon stop, faut s'arrêter, ça c'est des comportements d'adolescents attardés, c'est pas la peine, il faut les traiter comme tels. Eh bien, ces propos ont suscité dans les commentaires des réactions violentes, et je vous l'avoue, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est justement en discutant avec ces gens-là, même s'ils ont été pour certains un peu agressifs, que j'ai commencé à comprendre. En fait qu'on n'avait pas du tout la même définition du mot attardé. Moi, par attardé, j'entendais en retard.
C'est-à-dire un adulte qui a encore des comportements d'adolescent. Et ça même, Astronogeek l'a confirmé il n'y a pas très longtemps dans une lettre qu'il a écrite, où il le dit lui-même au sujet de l'affaire Usul. Alors que pour tous ces gens-là, ceux qui sont venus avec des réactions violentes dans les commentaires, pour eux, le mot attardé signifiait stupide, débile, idiot. Et donc, d'un certain point de vue, ils avaient entièrement raison. Et c'est vrai que quand on prend la peine d'y réfléchir, on se rend compte que l'on vit dans une société où la lenteur est assimilée à de la bêtise. Et c'est même inscrit dans le dictionnaire. Si vous allez voir dans le Larousse, alors que pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Être lent, ça ne veut pas dire être idiot. Bien au contraire. Prendre son temps, c'est parfois une preuve d'intelligence. Et à l'inverse, répondre très rapidement, c'est parfois une preuve de bêtise. Tu peux appuyer 100 fois sur le bouton d'un ascenseur si tu veux. Tu n'arriveras pas à le faire monter plus vite. Bref, si j'avais considéré que parce que la personne est agressive ou bornée, la conversation est forcément stérile, eh bien je ne me serais jamais rendu compte de cela. Il n'existe donc pas de conversation stérile. Tout dépend de ce que vous attendez de cette conversation. Convaincre l'autre ou le comprendre. Un autre exemple aussi, c'est le film... Alors, j'ai regardé cette vidéo, ça n'a pas été facile, ça a été dur, et puis je reconnais qu'à 2-3 moments, ça m'a un petit peu fait saigner les oreilles, quand même, mais ceci dit, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Alors ici, il ne s'agira pas de débunker ce qui est dit dans le film, tout ça, ça m'intéresse pas. Si c'est ce que vous recherchez, vous trouverez sur internet plein de vidéos là-dessus, de débunkage. Et d'ailleurs, à ce sujet, si j'en ai une à vous conseiller, ce serait celle de Clément Viktorovitch, sur justement les différents biais cognitifs qui sont utilisés dans ce documentaire. J'aime beaucoup ce garçon, Clément Viktorovitch. Lui et moi, on partage, on va dire, le même enthousiasme pour la démocratie participative et délibérative. Si vous voulez comprendre un peu tout ça, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo sur la e-république. Bref, moi je pense que ce documentaire, il est utile. Parce que, justement, à 2-3 moments dans ce documentaire, il met le doigt sur des problèmes dont on ne parle quasiment jamais. Alors là, je vais en choquer plus d'un, je sais, et c'est pas le film qui m'a fait croire ça, mais moi je pense que oui, il existe une certaine forme de complotisme qu'a révélé la crise du Par contre, ce n'est pas un complot organisé par des sociétés secrètes qui cherchent à nous manipuler dans l'ombre, que l'on cherche à nous cacher. C'est tout l'inverse. C'est un gros bordel complètement désorganisé, avec des élites qui ont pris des décisions mais complètement aberrantes, que l'on essaye de planquer sous le tapis pour surtout ne pas avoir à remettre en cause le système actuel, l'idéologie dominante, et maintenir coûte que coûte le statu quo. Ah, ça suffit, la Gaule! Ne croyez surtout pas ce que vous dites, on a provoqué le septembre. Tout est consigné ici dans ces documents secrets, mais vous ne les aurez jamais! Je m'en doutais! Vous y êtes pour rien dans le septembre et vous avez pas tué ce mec! Et ça, c'est vrai aussi dans le monde de la science, où certains essayent de vous présenter la science comme un héroïsme collectif, système qui marche, et essayent de minimiser les problèmes qui existent, comme celui de Lancet, avec des pirouettes dignes des plus grands gymnastes ou des skieurs acrobatiques aux Jeux Olympiques, pour surtout ne pas remettre en cause ce système et maintenir le statu quo. Une sorte de scandale. On a retiré un article, mais Nature aussi a retiré des articles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Pour le grand public, incompréhensible. Pour les scientifiques, une preuve que le système fonctionne. Magnifique appel, de fort belles factures, suivi d'un saut périlleux avant tendu piqué, rétroloute scarpé, main jointe avec équerre chaloupé et basculement abdominal inversé
un café, l'addition... Pierre. On va savoir, il retombe quand exactement? Eh bien, je ne sais pas. C'est ce qu'ici à Nagano nous appelons le problème. Aïe, il est retombé. Aussi, certaines vidéos de youtubeurs vulgarisateurs ont été modifiées, parce qu'il y avait des blagues sur les zététiciens. Je pense notamment à Science de Comptoir. Au passage, abonnez-vous à cette chaîne, moi j'adore cette fille, je trouve qu'elle a un humour qui est génial. Pardon, je reviens. Vous connaissez Karl Poppers? Et Thomas Sédurant? Et Descartes? Allez-y, prenez-en une au hasard. Désolée. Donc, maintenant qu'on... Bon, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est assez subtil, mais il y a une petite coupe. Dans la première version de cette vidéo qu'elle avait publiée, elle disait, en parlant de ces deux jeunes filles qui viennent sonner à sa porte, « C'est rien, c'est des esthéticiens. » Dire petite blague rigolote, rien de bien méchant pour caricaturer un petit peu la zététique. Bref, sur ce point, je ne vais accuser personne, mais on sent quand même que chez les vulgarisateurs scientifiques et les sceptiques de YouTube, il n'est pas bon de critiquer ou de chambrer un peu la zététique. Et ça, moi, je peux en être personnellement témoin. Bref, ils sont en train de devenir exactement comme ceux qu'ils cherchaient à combattre. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Oui, je sais. Mais je trouve quand même que ce petit passage résonne assez bien avec ce que sont en train de devenir certains youtubeurs comme Acermandax. Ces garçons qui, il y a 6 ans, quand ils ont monté leur chaîne, avaient une volonté noble et bienveillante d'informer, de prévenir la manipulation, et qui progressivement, broyés par ce système qui récompense la polarisation des opinions, sont devenus de véritables inquisiteurs, prêts à faire appel à la violence pour servir un système basé sur l'ordre et l'autorité. Alors que justement, ils auraient pu se servir de cette crise pour dénoncer les problèmes qui existent. Je pense par exemple au monde de la recherche. Le monde de la recherche souffre de plus en plus parce qu'il est soumis aux règles du marché et du coup, plus aucun chercheur ne veut prendre de risques pour être sûr de publier. Et oui, il ne faut pas l'oublier, mais actuellement, on ne publie que les hypothèses vraies et pas celles qui s'avèrent fausses. Alors que, comme le dit très bien Étienne Klein... Et d'ailleurs, si on fait de la recherche sur beaucoup de sujets, c'est parce qu'il y a des avis divergents, il y a des hypothèses différentes. On ne sait pas qui a raison et on mène des travaux pour à la fin tenter de dire qui avait tort, sans que ce soit pour la raison que Claude a dit, sans que ce soit un reproche qu'on le fait. C'est important qu'il y ait des gens qui... Parce qu'on ne sait pas a priori comment est la nature. Et donc il est normal que parmi les hypothèses qu'on envisage, certaines soient justes, certaines soient fausses. Et ceux qui ont envisagé des hypothèses fausses ne sont pas moins utiles que ceux qui ont imaginé des hypothèses vraies. Au contraire. Bon, comment on fait nous, les chercheurs, maintenant? Idéalement, il faudrait corriger le système pour encourager l'exploration et la prise de risque. Par exemple, si je me lance dans un truc un peu original et que ça marche pas, je devrais quand même pouvoir publier ce que j'ai fait. Ça s'appelle un résultat négatif. Et aujourd'hui, ce genre de publi, ça a presque aucune valeur. Alors que justement, c'est essentiel pour l'intérêt collectif. Du coup, j'ai une question pour vous. Moi, mon contrat, il se termine dans 2 ans. Je dois faire gaffe à mon CV, le petit veut ses spaghettis au ketchup. À votre avis, dans quel genre de projet je vais m'engager dans les prochaines années? Dans les projets rapides et peu risqués, évidemment. Le système et la précarité de l'emploi nous poussent vers la gauche du graphe, et aussi statistiquement vers le bas. D'ailleurs, au passage, si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à la découvrir, la Fouloscopie, qui est à mes yeux la plus belle création dans le domaine de la vulgarisation des sciences ces dernières années. Après, il n'y a pas que dans le monde de la science où on cherche à planquer les problèmes sous le tapis, c'est aussi vrai dans d'autres domaines, comme par exemple dans l'économie.
où, pour ne surtout pas remettre en cause l'idéologie dominante actuelle, hein, c'est-à-dire l'idéologie économique néoclassique, eh bien on refuse de prendre des mesures qui sont pourtant évidentes pour le bien-être de la population. D'ailleurs, à ce sujet, l'intervenant qui, à mes yeux, a eu l'analyse la plus pertinente du problème, eh bien, il est dans le film. C'est Rachid, le chauffeur de taxi. On est en France, on fait des Rafales, on fait des TGV, on fait des centrales nucléaires, on fait des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, et on n'arrive pas à fabriquer des masques en mouchoir, un bout de mouchoir avec 2 élastiques. On attend que 3 mois que les Chinois nous les envoient, qu'on achète en plus à un prix d'or. Et ouais, parmi tous les intervenants du film, c'est lui qui, à mes yeux, est le plus pertinent. On est en France, on fabrique des Rafales, des TGV, des centrales nucléaires, et on n'est pas foutu de fabriquer 3 masques en papier avec 2 élastiques. Il y a quand même un sacré problème. Eh bien, personnellement, moi, j'ai peut-être un début de réponse. C'est qu'on veut pas remettre en cause notre idéologie actuelle. Idéologie dans laquelle on baigne depuis à peu près une 50aine d'années, hein, l'idéologie économique néoclassique. Hein. Alors attention, là je parle pas de politique, hein, il s'agit pas de gauche ou de droite, hein, je parle d'économie. Bref, cette idéologie-là nous interdit de prendre des mesures pourtant évidentes, comme par exemple rehausser tous les minima sociaux pour relancer l'économie réelle. Parce que, comme le dit très bien Eureka, on pourrait résoudre à peu près tous les problèmes d'ordre financier. Et attention, j'insiste, les problèmes d'ordre financier. Si le problème c'est la production, genre il n'y a plus de pétrole, on manque de matières premières, on n'arrive plus à produire assez de nourriture ou n'importe quoi d'autre, la BCE ne peut évidemment rien faire. Elle peut juste créer de la monnaie sans jamais faire faillite. Mais c'est tout. Donc bref, d'un point de vue purement financier, la seule question c'est à quel point on est prêt à remettre en question nos idéologies politiques pour s'autoriser à considérer certaines solutions techniques, comme par exemple celle de distribuer des chèques à la population ou de donner des sous aux entreprises pour leur éviter la faillite. Parce que forcément, si la BCE se met à filer des thunes gratos à tout le monde et que ça marche, eh ben comment on justifie derrière les réformes, les réductions budgétaires, les « il n'y a pas d'argent magique », les « on vit au-dessus de nos moyens », etc. Ah, le fameux « il n'y a pas d'argent magique hein. ». Au passage, il n'y a rien de plus faux que cette expression. Bref, si l'on veut relancer l'économie réelle, c'est aux gens qui n'ont pas d'autre choix que de dépenser l'argent dans l'économie réelle qu'il faut le donner. Et pas à Air France ou à Renault, pour maintenir des bulles spéculatives énormes. En effet, le mec qui est au RSA ou qui est chômeur, si vous lui filez 100 € de plus par mois, lui, à la fin du mois, l'argent, il est dépensé. Lui, il n'a pas les moyens d'épargner. Il n'a pas les moyens non plus de prendre un plan épargne-action pour aller spéculer sur le cours des actions de Tesla de Elon Musk. C'est effrayant de voir comment est-ce qu'on a réussi à faire croire à la population que l'idéologie dominante actuelle est une loi naturelle. Idéologie qui, je vous le rappelle, a à peine une 50aine d'années, hein, maximum. Hein. C'est la fin des années 70, début des années 80, qu'on est rentré dans l'ère néoclassique. Mais effectivement, là, vous touchez un point difficile qui est un point politique. C'est que, et ça revient à ce que je disais au début, si vous prenez la mesure de la crise, ce que le gouvernement n'a toujours pas fait, vous savez qu'il y a des perdants. Et le choix politique, c'est qui c'est les perdants. Aujourd'hui, les perdants, c'est les pauvres, les petites entreprises. Eh bien, évidemment, un choix beaucoup plus intelligent, ça aurait été de dire les perdants, c'est les grands propriétaires de logements aussi, hein, qui continuent à toucher les loyers, de beaux commerciaux, et aussi les grandes entreprises, qui en fait ont des solutions de financement, peuvent faire appel au marché, aux banques, etc. Bref, pour moi, ceux que l'on qualifie de conspirationnistes, de complotistes de façon péjorative, hein, sont des gens qui sont utiles. Parce que, au milieu de tout leur délire de complot mondial, patati patata, souvent, ils pointent le doigt sur des vrais problèmes dont on ne parle quasiment jamais. Prendre un autre exemple, quoi, on m'a envoyé un lien vers cette vidéo. Qui s'appelle le... Alors là, dans le genre vidéo complotiste, c'est du très très haut niveau. Là on est sur du 9,5 sur 10 sur l'échelle de Trotta, quoi. Bref,
Mais bon, je vais vous épargner un petit peu la vidéo, tout ça, je vais juste vous faire un petit résumé. Elle, sa thèse, c'est que si on cherche aujourd'hui... Enfin, j'ai pas tout compris, mais il me semble que c'est à peu près ça, mais... Parce que les grandes fortunes mondiales que sont les... qui se reproduisent entre eux depuis des générations, entre frères et sœurs, ou bien alors entre cousins-cousines, seraient en train de dégénérer, et donc ils ont besoin de notre... pour pouvoir se soigner. Je vous avais averti, hein, c'est du haut niveau en termes de complotisme, là. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Bon, je vais pas débunker ça, hein, je veux dire, je dirais juste que on n'a pas les moyens techniques pour mettre en place ce genre de projet. Hein. On voit bien qu'on n'arrive même pas à fabriquer 3 masques avec 2 élastiques et à... Donc, vous imaginez bien que pour mener un truc pareil, c'est strictement impossible. Mais par contre, cette personne-là, cette femme-là, dans sa thèse, elle met le doigt sur quelque chose de super important, c'est la transmission du pouvoir économique. Qui détient le pouvoir économique ? Eh bien, quand on s'y intéresse, là, on va trouver de vraies études là-dessus, et on se rend compte que le pouvoir économique, eh bien, il ne se mérite pas, il s'hérite. À ce sujet, je vous invite à aller voir cette vidéo du journal Le Monde sur l'héritage. Lui, c'est Neil Cummins. Il est économiste à la London School of Economics, et en 2014, son collègue Gregory Clark et lui ont voulu mesurer cette influence sur le très long terme. Ils se sont donc demandé dans quelle famille était née l'élite anglaise en 1170 d'une part, et en 2012 d'autre part. Ce qu'ils ont découvert, c'est que 800 ans et 28 générations plus tard, l'élite anglaise est encore issue des mêmes familles. En 2016, 2 économistes italiens ont voulu mesurer la même chose, mais cette fois-ci à Florence, en Italie, et entre les années 1427 et 2011. Là encore, ils ont découvert qu'en moyenne, les familles les plus riches à Florence en 1427 sont encore les familles les plus riches à Florence aujourd'hui. En discutant avec Neil et Isambard, la première chose que je me suis demandé, c'est comment. Comment est-il possible que le statut socio-économique se transmette d'individu en individu pendant des siècles ? Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a bien plus d'une seule raison à cela. Mais il y en a peut-être une qui mérite qu'on s'y attarde un peu. L'héritage. L'héritage est un des facteurs des inégalités les plus importants entre les individus en France. Voilà, 800 ans. On parle pas du mois d'octobre, là, hein. C'est... Dans certaines régions du monde, eh ben, ça fait 800 ans que les plus riches familles sont toujours les mêmes. Voilà, moi je vous invite quand même à y réfléchir à tout ça, hein, sincèrement. C'est quand même assez terrible de voir que jamais une seule fois on accepterait que le pouvoir exécutif soit héréditaire, hein. C'est-à-dire on n'accepterait jamais que Macron soit président parce que son père est président. Par contre, on accepte de façon absolue, et ça nous choque pas, que ceux qui possèdent le pouvoir économique, eh bien s'ils le possèdent, c'est parce que leurs parents possédaient le pouvoir économique. Sur le plan politique aussi, la crise du a révélé certaines aberrations. Souvenez-vous, hein, on a préféré mentir, dire que les masques ça servait à rien, les tests c'était pas nécessaire, aller voter au municipal alors que visiblement ils savaient très bien que les conditions sanitaires n'étaient pas favorables. Et tout cela par peur de passer pour des faibles ou pour maximiser leur change d'élection. Ces politiques qui laissent de plus en plus certaines ONG du type la fondation Bill et Melinda Gates prendre le pouvoir. D'ailleurs, pour ceux qui s'imaginent que Bill et Melinda Gates sont des philanthropes, je vous invite à aller voir cette vidéo de DataGirl qui date de 2018 sur cette fondation. Une vidéo publiée bien avant la crise du... Vous allez vite voir que l'on n'est plus trop loin de Cyberpunk 2077, un monde où les corporations prennent petit à petit le dessus sur les États. Via la défiscalisation, les impose aux contribuables. Glissons donc vers les États-Unis. Ah, les philanthropes américains, le nec plus ultra du mécénat, le modèle. Admirons donc un instant la fondation Bill et Melinda Gates, la plus puissante au monde, avec une dotation supérieure à 50 milliards, soit plus de 10 fois le budget.
À son programme, réduction de la pauvreté, éducation des filles et émancipation des femmes. On ne peut qu'applaudir. Sauf que tout cet argent n'est pas directement distribué aux bonnes œuvres. La Fondation consacre seulement 5% de ses avoirs aux dons, le minimum légal pour bénéficier de l'exonération fiscale. Tandis que les 95% restants sont investis. Un trust rattaché à la Fondation se charge de les placer dans les énergies fossiles avec Total et BP, dans les OGM avec Monsanto Bayer ou encore dans l'industrie de l'armement. Une fondation qui alimente les fléaux contre lesquels elle prétend lutter. La charité se fout de l'hôpital. Et le meilleur reste à venir. Certaines entreprises sont à la fois bénéficiaires du trust et de la fondation. Un exemple avec Coca-Cola. En 2014, le fameux trust possédait 538 millions de dollars d'actions chez la pétillante marque de soda. Et en parallèle, la fondation Bill et Melinda Gates finançait un projet visant à former 50 000 cultivateurs kényans à la production de fruits de la passion directement destinés à Coca-Cola. Ah, mais tout va bien, parce que quand Coca-Cola fait des profits, en bout de chaîne, le trust encaisse les dividendes. Ça désaltère bien le conflit d'intérêts, non? Oui, mais si ça marche, le nerf de la guerre est là. Qui évalue ces programmes? À ce jour, la fondation Bill et Melinda Gates n'a de compte à rendre qu'à Bill et Melinda Gates et leur riche ami Warren Buffett. Leur influence, tout comme leur fortune, ne cesse de grimper. Bill Gates reste plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. Bref, les vrais conflits d'intérêts, ça existe. Et ça, c'est pas du complotisme. Enfin, c'est aussi vrai sur le plan médiatique, où obsédés par les scoops, là, les médias mainstream et maintenant certains youtubeurs sceptiques ne prennent même plus la peine de vérifier les informations et hurlent à la fake news en permanence. Ah, la lutte contre les fake news, qui en fait consiste plutôt à déterminer qui sont ceux qui ont le monopole de la fake news. Et il va bientôt falloir faire du débunkage de débunkage. Allez lire cet article d'ailleurs, il est très intéressant. Mais il n'y a pas que sur YouTube, les médias mainstream aussi. Souvenez-vous de la crise des gilets jaunes, là, de la prise d'un hôpital et de la dégradation d'un service de réanimation par ces monstres de gilets jaunes sans foi ni loi, avec un ministre qui réagit immédiatement sur Twitter. C'est un scandale, alors que 3 jours plus tard, on apprend qu'en fait c'était des gens juste qui tentaient de fuir les charges de CRS et les bombes lacrymo. De toute façon, c'est ce qu'il disait le mec. Ouais. C'est ce qu'il disait, ils sont enfermés, ils sont dans une cage là les gars. Sur la poudre. Je pourrais aussi parler du traitement de certaines informations, je pense notamment à toutes ces affaires de qui sont sorties ces dernières années, et la façon dont on les traite dans les médias. Souvenez-vous l'affaire Strauss-Kahn. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu peux pas dire ça, excuse-moi. Elle avait menti pour rentrer dans ce pays, elle a changé toute sa vie. Non, mais alors, c'est un conte de fait. Donc, tu es en train de dire que c'est un conte de fait. Attends, elle a menti pour rentrer aux États-Unis. Non, c'est pas possible. Non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche, woman. En l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fait. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est extraordinaire. Enfin, attends, si. Voilà, je vous ai juste mis un petit extrait parce que c'est insupportable, quoi. Mais si vous voulez aller écouter l'échange en entier, là, vous verrez, c'est effrayant. C'est effrayant. Nafissatou Diallo, c'est une chance pour elle de se faire violer par Strauss-Kahn. C'est terrible. Bien là, dernièrement, les propos de certains sur la fille de Richard Berry, quoi. Que c'est ce qu'il décrit. Ou elle est folle et raconte n'importe quoi pour mettre son père dans une situation ingérable qui va peut-être briser sa carrière, je n'en sais rien. Et il faut l'examiner, il faut l'interroger, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ah, mais c'est sûr, c'est qu'il y a un déchirement familial. Ou je ne sais pas. Il y a un nœud quelque part. Oui, mais vous pouvez pas aller sur ce terrain, Jean-Claude. Bah si, il faut bien. Qu'est-ce que va faire l'enquête si ce n'est d'essayer de comprendre ce qui se passe entre la mère, entre la fille et le père. C'est terrible. Le mot folle n'est pas justifié, Jean-Claude. Comment dire choisissons un autre, mais si tu veux, on n'accuse pas son père de choses pareilles quand on est stable et totalement équilibré. J'aurais aussi pu parler du « il faut différencier l'homme de l'artiste », quoi, pour le cas Polanski. Différencier l'homme de l'artiste. Mais il faut. C'était un metteur en scène génial par ailleurs. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste.
Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. C'est fabuleux ça. Un mec qui a drogué, violé, sodomisé une gamine de 13 ans, qui s'est enfui, se planquer dans un chalet en Suisse. On aurait quand même pu se dispenser de lui filer une récompense publique, hein, je pense. Et enfin, je vous parle pas des derniers propos de Phil Kelkrot, là, relayés par Elisabeth Lévy, quoi. C'est hallucinant. C'est avec ce genre de propos qu'on crée des monstres, quoi, type Charles Manson, voilà, et sa famille. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous rappeler un geste barrière essentiel qu'on n'applique pas assez en ce moment. Bref, la vraie question sur les médias aujourd'hui est plutôt de déterminer qui doit avoir le monopole sur l'influence de l'opinion publique. Entre parenthèses, je tenais à vous dire que si la zététique vous plaît, si vous voulez aiguiser votre esprit critique, éloignez-vous de ces gars-là qui commencent à se radicaliser, et rapprochez-vous plutôt de hygiène mentale, si vous êtes à l'aise avec les mathématiques de la chaîne Science for All, ou si vous préférez les lettres Monsieur Phi. Et enfin, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre cause et conséquence. Par exemple, je ne pense pas que Raoult soit la cause d'une défiance vis-à-vis de la pratique et du monde de la science. Je pense plutôt qu'il est la conséquence d'un système tout pourri, avec énormément d'interactions malsaines et des variables politiques et économiques, médiatiques extrêmement complexes, et qu'il serait peut-être bon de prendre le temps de le remettre en cause, ou au moins d'y réfléchir, plutôt que de chercher un individu coupable à pointer du doigt et de défendre avec violence le statu quo. Ce n'est pas parce que un cas, un événement est sans précédent qu'il ne faut pas pour autant remettre en cause notre idéologie, notre système, nos croyances. Tout est sans précédent, jusqu'au jour où cela arrive. Pete. Persuade-moi. Fort les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non.